Salut tout le monde, c'est Ginji pour le mois The Elder Scrolls. En fait, je dis le mois on est à la moitié du mois, et plus à ça près. On va attaquer The Elder Scrolls 3 Morrowind, donc le troisième volet de la saga The Elder Scrolls. Et je vais expliquer un peu ma démarche. D'habitude, mes tests de la retour vidéoludique devraient durer en moyenne 11 minutes. Sauf que voilà, dans ce cas précis, je connais ce jeu depuis très longtemps, il y a des choses à en dire, et surtout, il y a quand même des fois des moments où je comparerais ça avec les jeux suivants. D'une partie simple, on va partir sur le coup du test, et dans l'autre, comme dans tous les apports vidéoludiques, je vais parler de ce que le jeu m'a apporté ou pourquoi je l'ai aimé ou détesté. Dans le cas précis, j'ai aimé le jeu, c'est mon The Elder Scrolls préféré. On va voir ça un petit peu plus en détail. Allons-y. Donc, il est sorti en 2002, en septembre 2002. Moi, je l'ai acheté en décembre de la même année. Et pour rappeler le contexte de l'univers, donc c'est aller en troisième, où l'empereur vous envoie, vous prisonniers et de parents inconnus, sur l'île de Vardenfell qui se trouve en Morrowind. Et du coup, ben, vous allez devoir marcher vers votre destinée en sachant pas ce que vous êtes jusqu'au moment où l'histoire vous est peu à peu dévoilée au fur et à mesure des choses que vous faites, ou vous allez faire votre aventure et partir librement, aller chercher des trésors, devenir riche, et voilà, et chercher certains objectifs. Alors, on est quand même sur du RPG à l'ancienne, mais avec une légère mécanique JDR. On verra ça pour la partie un peu plus détaillée et technique après. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? Déjà, on va commencer par les points forts. La qualité sonore et la musique. Donc c'est Jérémy Soula la musique. Si vous connaissez un petit peu le milieu du jeu vidéo, vous savez que sa réputation n'est plus à faire. Il est excellent. Il a fait celui de The Elder Scrolls 3, 4 et 5. Il a fait aussi celui de Guild Wars 1 dans la version de base de Guild Wars 2. Donc il a vraiment montré une qualité de travail. La sonorité est telle on reconnaît un petit peu euh, entre mille chaque son. Finalement, au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte que chaque son a un sens et vous allez finir par comprendre un petit peu comment ça fonctionne rapidement, surtout si vous êtes quelqu'un qui n'est pas attentif à l'interface utilisateur. L'interface utilisateur se veut très timide, sauf quand vous activez le menu des objets. Donc on est face à un RPG d'action qui prend des mécaniques assez classiques. Donc vous avez un système d'inventaire, vous pouvez équiper des vêtements ou des armures, ce que vous voulez. Et je tiens à rajouter une mention assez intéressante. Les options de personnalisation sont très élevées par rapport à ce qui se fait maintenant. Alors avant, on avait des choses détaillées faites avec amour. Maintenant, on fait des choses abrégées qui sont pourries et buggées. Ce n'est pas une critique cinglante que j'envoie aveuglément. Il y a vraiment du sens derrière ça. Alors, il faut quand même savoir que Morrowind est quand même sujet à des bugs. Et au-delà des bugs, il y a aussi des mécaniques qui ne fonctionnent pas, ou plutôt qui fonctionnent, mais qu'on tolérait, et que là, on est dans l'air du temps qui a changé, et que les plus néophytes, mais ça va finir par les déranger. Nous allons corriger ça dans la seconde partie. Voilà. Donc, au niveau des graphismes, assez difficile de juger. L'atmosphère, par contre, elle y est, la texture artistique y est très mystique. C'est un univers qui est vraiment bien à lui, même si j'ai entendu dire que il y a une inspiration, ça fait beaucoup penser à Dune, sauf que je connais pas trop l'œuvre de Frank Herbert, juste quelques visualisations que j'ai vues du film. Donc, est-ce que ça vaut la peine de prendre ça comme référence? Je ne sais pas. Mais vous avez le territoire varié et avec l'extension Tribunal et Blood Moon, souvent les jeux sont fournis, le jeu de base est fourni avec les temps. Ah ben finalement ça va ajouter de nouveaux territoires, comme par exemple le territoire enneigé, ou tribunal qui vous envoie directement sur les terres de Morrowind. Donc Morrowind, c'est au niveau des côtes sur Tamriel. Là, c'est une zone assez côtière. Et ensuite, qui finit par cercler l'île de Vardenfell. C'est bizarre, mais je trouve que ça me fait beaucoup penser à l'image d'Oblivion, avec l'espèce de symbole d'Oblivion, avec la gemme au milieu.
Voilà, Vardenfell, en fait, c'est le joyau de Morrowind, finalement. Petit truc poétique. Au niveau gameplay, alors, petite mention assez spéciale, les animations sont très rigides de la part des PNJ. Et pour les créatures, les mouvements ne sont pas nécessairement variés non plus. Donc on est euh, dans quelque chose d'assez... Ça fait... Ça faisait... Ça faisait le taf, mais c'est pas encore ça. Si vous voulez de l'action, euh, vous allez vous rendre compte que c'est pas si évident que ça. Le jeu ne va pas vous donner des surfans. Enfin, si, il va vous en donner, parce qu'il y a des moments de frayeur malgré le fait. Ça, c'est quelque chose qui a été critiqué dans les Elder Scrolls. Quand on est en combat, il y a une musique, mais il y a souvent des créatures qui arrivent à vous surprendre et vous donner des frayeurs. Donc, plutôt intéressant dans ce sens-là. Ce qui va se passer, c'est que le jeu, euh, même dans les mouvements des personnages, comme je l'ai dit, ils sont rigides. Mais il y a quand même la mécanique qui est mise en avant, c'est-à-dire les trois types de coups au contact, comme par exemple le coup d'estoc, le coup asséné qui est vertical et le coup de taille, voilà, le coup brassé, le coup large, qui est horizontal. Et du coup, on va parler de ça un petit peu plus en détail après. Si je parle vraiment pas de ça maintenant, c'est que ce n'est pas trop utile. Donc, au niveau de l'expérience de jeu, ben, je vais vous apprendre un petit truc. Après recul et après observation assez minutieuse, très peu de gens ont fini Morrowind. Ils y ont joué, ils s'y ont amusés, c'est une bonne expérience pour eux, mais ils n'ont jamais fini la quête principale, ou brassé le jeu en long, en large et en travers. Euh, En tout cas, s'il y a quelqu'un qui raconterait ça, moi je serais bien curieux de l'entendre. Voilà. Pas mal de choses à faire, pas mal de factions à rejoindre. On n'est pas juste dans la guilde des mages, guilde des guerriers, guilde des assassins, guilde des voleurs. Il y a aussi un système de maisonnées, parce que le roi de Morrowind, c'est le roi qui est désigné comme faible, et c'est les maisonnées de Vardenfell qui finissent par euh, faire la régence dans des territoires respectifs, qui sont plus ou moins en accord ou en désaccord avec l'Empire de Tamriel. Voilà. Et vous pouvez les rejoindre en fonction de leurs idéaux. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus, sur chacune des factions. Je vous conseillerais de regarder un petit peu ce que je vais mettre en description. Je pense que je vais mettre la chaîne The Elder Scrolls pour Mister The Elder Scrolls plutôt, pour que c'est une personne qui est un youtubeur en français qui parle de l'histoire des maisonnées. Ben, je vais vous mettre un lien là-dessus pour vous documenter un petit peu si ça vous intéresse, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore à rajouter? Ben, dans les mécaniques de gameplay, j'ai complètement oublié ça. Comment on progresse? Vous avez un système de caractéristiques principales. Après, les caractéristiques secondaires, ça serait genre votre barre de vie, de santé, enfin de santé, non, de santé, de vigueur et de magie, la charge, tout ça. Ensuite, vous avez un système de compétences. Système de compétences qui fonctionne sur le papier, mais dans les faits, c'est beaucoup plus difficile à définir comme ça. Je vous explique, vous avez la race qui vous donne déjà des bonus de compétences et de caractéristiques, tout en sachant que toutes les races ont le même capital de points de caractéristiques, mais juste répartis différemment, même d'un sexe à l'autre. Voilà. C'est un système qui est intéressant. Ensuite, vous avez les prédispositions de base en compétences que donnent les races. Et donc, du coup, ces deux éléments mis bout à bout avec le système de profession, donc de classe, qui vous donne une sélection de 5 caractéristiques principales, 5 secondaires et le reste est défini comme divers, ben finalement, vous pouvez faire des choses très très optimisées. Vous aimez du JDR ou même du RPG d'action, et vous aimez justement faire des choses optimisées, vous votre personnage il est puissant dès le départ, tout ça, ben, le jeu il fonctionne bien dans ce sens-là, théoriquement seulement. Alors, qu'est-ce que je peux encore raconter? Ben, la durée de vie du jeu, bon, oui, c'est bon, je pense que vous avez bien compris. Les gens ne l'ont pas fini, mais des gens sont amplement satisfaits du tour qu'ils en ont fait. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment pas mal de choses. Bizarrement, on dit qu'en unité, la guilde de Vardenfell est souvent plus petite que, par exemple,
que d'Oblivion ou de Skyrim. Est-ce vrai ou est-ce pas vrai? C'est vrai que les informations elles fusent, on n'est pas vraiment sûr de rien, surtout de nos jours. Je pense que le fait que dans les autres jeux suivants, il y a les montures, ça y joue pour beaucoup. Et surtout, il y a le système de caractéristiques euh, qui vraiment creuse un peu cet écart. Il creuse cet écart à partir de Skyrim, parce que Oblivion aussi a un système de caractéristiques, et donc il y a la rapidité, et donc du coup, vous pouvez facilement vous déplacer à pied. Je le sais pour l'avoir essayé. Euh, Finalement, j'ai parlé de la personnalisation du jeu, voilà. J'ai pas parlé du scénario parce que j'ai pas envie de vous spoiler, il y a pas mal de choses à voir. Donc, on va commencer par finir avec cette partie. À qui je conseille The Elder Scrolls 3 Morrowind? Je le conseille à tout amateur de RPG d'action ou de RPG tout court qui ont l'impression d'avoir loupé quelque chose. Par exemple, vous vous dites, il y a eu des Baldur's Gate, il y a eu des Divinity, mais un peu plus action, un peu plus libre en fait, un petit peu plus open world, sans la définition vulgaire qui va avec, c'est-à-dire le manque de profondeur. De la profondeur, il y en a. Il y a des choses qui ne reviennent pas à la normale, qui sont déjà préfaites, mais heureusement que c'est comme ça parce que le système de progression du personnage, il fonctionne de cette façon, et les caractéristiques primaires que vous augmentez augmentent votre barre de progression. Elle est de 1 à 10. Montez une caractéristique principale monte de 1 si vous montez une caractéristique principale. Alors que pour monter en caractéristique secondaire, si votre caractéristique secondaire monte, il faut monter 2 caractéristiques secondaires pour faire avancer la barre d'un seul truc. Désolé pour les faux mouvements. Et du coup, à la fin, vous montez de niveau. Et à ce moment-là, encore, il faudra rentrer dans les détails techniques. Donc, on va pas aller plus loin que ça. C'est un jeu qui, qui est vraiment nécessaire d'avoir connu, surtout si vous êtes un amateur de RPG. À qui je le conseille? Pas à tout le monde. C'est vraiment les amateurs de RPG. Les gens qui sont un petit peu casual, sans aucune forme de vulgarité, ça ne va pas leur correspondre. Et ça pour plusieurs raisons que je vais expliquer. La première, c'est le système d'évolution du jeu. Le système d'évolution du jeu, il est tel que le monde n'évolue pas à chaque mois, mais à chaque semaine. C'est-à-dire que si vous ne tuez pas des créatures, elles deviennent plus fortes et d'autres créatures de la même catégorie du niveau en dessous finissent par les rejoindre. Au bout d'un moment, la chose évolue à un certain seuil. Vous, si vous galérez à monter de niveau et vous allez galérer, ben finalement vous allez vous faire étouffer par le jeu. Et résultat, votre personnage va être injouable, va falloir faire un nouveau jeu. Mais pourquoi on galère autant? Comme je l'ai dit, il y a des mécaniques de JDA qui sont prises en compte. Je vous explique, vous avez talent lame longue à 40, vous avez une épée. Donc une lame longue. Donc cette épée longue que vous avez, que ce soit une épée longue ou une claymore, dans les deux cas, le truc est dans la catégorie lame longue. Vous frappez quelqu'un, vous frappez sa hitbox. Donc, tout montre que vous avez frappé dans la bonne direction. Cependant, ce système veut que si par exemple votre talent en lame longue est à 41, vous lanciez pour les non-amateurs de JDR, en fait pour les amateurs de JDR, pour ceux qui n'y connaissent rien, voici un dé, un dé 10 aux dizaines, un dé 10 aux unités. C'est comme ça qu'on vous dit de lancer un dé 100, c'est souvent ces deux trucs-là, tout en sachant que le 2-0 indique 100. Donc imaginez que vous avez ces deux trucs-là, celui-là aux dizaines, celui-là aux unités. Souvent il est symbolisé parce que le dé aux dizaines est plus petit. Mais dans ce cas-là, c'est pas le cas. Donc tu le lances, là ça a fait 16, le coup il a porté, donc il a infligé des dégâts. Par contre, si vous aviez relancé les dés et que là ça a fait 90, la lame fait un bruit assez étrange, comme si vous avez donné un coup dans le vent. Sauf que imaginez que vous êtes dans des mécaniques qui vous montrent que vous pouvez taper vite, mais que dans les faits, vous ratez souvent. Ce qui va se passer, c'est que c'est une invitation à la catastrophe. Surtout que les créatures, elles échouent assez rarement. Voilà. Et du coup, ce jeu-là, il est énervant à cause de ça. Et ça peut vite en désarçonner plus d'un. Si ce principe-là vous a déjà fait chier, je vais vous donner deux solutions.
Et si vraiment ces solutions-là ne vous conviennent pas, ben à ce moment-là, je ne pourrais rien pour vous, mais c'est pas plus mal. Mon but n'est pas de vendre le jeu, j'ai pas des parts chez Bethesda, surtout qu'ils vous balancent ce moment. Voilà. Donc, à force de galérer, vous aurez du mal à combattre des monstres. Et si vous combattez des monstres, l'avantage par rapport aux Elder Scrolls suivants, c'est que vous pouvez vous reposer dehors sans avoir de lit, même si vous pouvez faire des rencontres pendant votre sommeil qui vous réveillent. D'autant plus que l'extension tribunal n'arrange pas les choses, parce qu'il évite la confrérie noire, qui elle va vouloir votre mort. Et tant que vous ne les avez pas tués, ils resteront dans le lieu. Donc finalement, si vous n'avez pas la force de les tuer, vous n'avez pas la force de les tuer. Voilà. Donc, une fois que vous avez saisi ces mécaniques-là, vous allez vous rendre compte que plus vous prenez des coups, plus vous allez vous rendre compte que gagner des septimes, c'est pas genre à une épée, tu ramasses chaque épée qui vaut 45. Il faut aussi le talent de marchandage pour la vendre, cette épée, pour être rentable. Et ça prend beaucoup de place. Et surtout que les marchands ont une économie qui fonctionne de façon assez précise. Donc c'est tout cet amas de choses ou d'objets qui fait que, ou de choses à faire, qui fait que le jeu, en fait, c'est une course contre la montre, entre votre puissance, ce que vous voulez faire dans le jeu et l'histoire que vous avez envie de raconter. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à rajouter là-dessus? Ah si, la progression en niveau. La progression au niveau est mal faite. Elle est mal faite pourquoi? Je vous explique. Vous allez vous monter vos compétences principaux et secondaires pour pouvoir monter de niveau. Jusque-là, si vous avez suivi, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, il y en a un. Quand vous arrivez au maximum, quand vous arrivez à 100, donc à un moment, ça veut dire que vous avez un point culminant où vous allez arrêter de monter de niveau. Et que c'est ce point culminant, il est déterminé par quoi? Mais par le niveau des compétences. Ça veut dire que si vos personnages sont très si énergisés, il aura plus de compétences. Certes, mais en échange, il aura du mal, son niveau maximum théorique et pratique sera revu à la baisse. Et on ne sait pas c'est quoi le niveau maximum. Jusqu'au moment où on y est confronté et que tout est évolué autour de soi et qu'à un moment on commence à dire ouais mais on fait moins de dégâts, non? Surtout que si vous passez votre temps par exemple, prenons un exemple, puisque j'ai testé sur toutes les coutures, j'ai retrouvé le jeu, je n'ai pas fini, hein, je précise, mais je sais comment fonctionnent toutes les arcanes du jeu, et même avec par exemple du code, avec un code pour dire oui, je monte mes compétences avec l'argent, c'est une erreur, parce que à chaque entraînement, ça ferme la boîte de dialogue, puisque tous les dialogues majoritairement sont en texte, sauf quand vous vous combattez, ce genre de choses, où les gens vous croisent, ils vous parlent, pour l'immersion, mais c'est des boîtes de dialogue. La boîte de dialogue se ferme, 2 heures s'écoulent, et quand les heures finissent par passer vite, ben et que vous vous entraînez beaucoup, ben finalement, c'est la manière secure de monter de niveau, mais elle n'est pas efficace. Pourquoi elle n'est pas efficace? C'est parce que quand vous montez de niveau par entraînement, vous ne gagnez pas de multiplicateur de caractéristiques. Or, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir de multiplicateur de caractéristiques. Sinon, votre personnage va rester nul parce qu'il va progresser de niveau de 1 point dans chaque caractéristique. Alors que vos caractéristiques de départ sont à 30, 40 ou 50 pour le plus élevé. Si énergisé avec les symboles de naissance. Évidemment, je n'en ai pas trop parlé, mais c'est pas. Vous allez le découvrir par vous-même, c'est quand même assez intéressant. Les suivants surtout. Voilà. Une fois que vous vous êtes rendu compte de tout ça, ça fait un peu beaucoup de défauts, non? Eh bien, à ce moment-là, j'ai quelque chose à vous proposer. Normalement, quand vous l'achetez sur Steam, si vous l'achetez sur Steam, vous n'avez pas l'Elder Construction 7. La version de GOG, je ne suis pas certain. Mais si vous n'avez ni sur Steam, ni sur GOG, en gros, si vous ne l'avez pas en virtuel, enfin, si vous avez le genre virtuel et qu'il n'y a pas de Construction 7, je vous conseille de télécharger le Morrowind Elder Construction 7. La différence, c'est que quand on l'achetait sur les boîtes physiques, le Construction 7, il était en français. Or, il est difficile à trouver en français de nos jours. À ce moment-là, on vous dit, au lieu de faire un nouveau truc pour modifier quoi que ce soit, vous faites charger le truc de Morrowind, le cœur de Morrowind. Et à ce moment-là, il y a 2 méthodes. Si vous faites les 2 méthodes en même temps,
c'est de la triche. Il faut que vous choisissiez une ou l'autre. Bon, on va essayer de faire vite. Les compétences, les bonus de compétences, vous allez les monter de plus 50 ou plus 40 ou plus 30 afin dans les caractéristiques, dans les bonus de compétences qu'offrent les races. Voilà. Donc après, si vous voulez modifier les compétences des races, essayez au moins de garder ce pattern. Je vous donne un exemple qui est flagrant. Le combat à main nue donnait plus 5 pour les Khajiits, les hommes chats, alors qu'ils ont des griffes qui permettent de taper plus fort et qu'ils ont développé un arme martial. C'était une aberration, donc je l'aurais mis à 15, et donc du coup ça voudrait dire que je l'aurais mis à plus 70. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Euh, Même si il faut avouer que si vraiment vous voulez faire quelque chose de vraiment raisonnable, ben, vous mettez plus 50, plus 40 et plus 30 pour les compétences les plus basses. Je prends encore l'autre exemple, c'est les elfes noirs qui ont un bonus de lame courte, alors que la majorité des elfes noirs dans le jeu, à part les assassins, ben, ils préfèrent utiliser les lames longues en fait. Donc je leur ai mis le bonus de lame longue à, je l'aurais mis à soit 50, soit 40, soit 30, s'il faut être raisonnable. 70 effectivement c'est beaucoup. Donc, à ce moment-là, je l'aurais mis à 50. Mais généralement, je touche le moins possible au jeu. C'est un truc qui permet de créer des modes, ou de modifier des trucs dans le cœur du jeu, mais j'essaie de modifier le moins possible. La deuxième solution, et celle-là, je dirais que elle bouleverse l'équilibre qui finit par se rétablir assez vite en avançant dans le jeu. C'est que vous avez des caractéristiques qui sont bien réparties entre elles. Il y a des caractéristiques à 50, à 40 ou à 30. 30 étant le plus faible. Et à ce moment-là, les plus fortes, vous les mettez à 200 en caractéristiques principales, à 150 pour ceux qui sont à 40 et à 125 à ceux qui sont à 30. Les caractéristiques sont forcément liées à des compétences et vice-versa. Ce qui fait que ça modifie quand même vos chances et aussi les dégâts ou les effets que ça a. Voilà. Ce que ça va faire, c'est que ça va modifier le jeu. Effectivement, si vous ne modifiez pas les compétences, hein, comme je vous ai dit, hein, parce que vous voulez jouer un jeu facile, mais c'est pas l'intérêt, hein, sinon il n'y a pas de challenge et ça finit par être naze. Ce qui risque de se passer, c'est qu'en modifiant seulement les caractéristiques, les chances, elles vont être basses, mais elles vont toucher un peu plus souvent et quand elles toucheront, elles feront mouche. Elles feront très très bien mouche. Mais le truc, c'est que vous allez le faire que sur les races et ça aurait fait que sur les races. Et il ne faut pas juste le faire pour votre race, il faut faire pour les 10 races disponibles. Il y a 4 races d'humains, 4 races d'elfes. Je vous explique que les orques sont considérés comme des elfes dans le jeu. Et ensuite, 2 races de bêtes qui sont les argoniens des hommes lézards et les Khajiits des hommes chats. Voilà. Donc voici les deux méthodes que j'ai trouvées pour améliorer le jeu, mais ne mélangez pas les deux. Ça va être ridicule, vous allez être fort. Le truc, c'est que les créatures, elles vont être fortes avec la deuxième méthode. En fait, elles vont être faibles avec la deuxième méthode, tellement vous les verrez facilement. Mais la montée de la difficulté, autant des PNJ que des créatures qui finissent par vite rattraper le coche, ben finalement, vous allez avoir un jeu qui est extrêmement facile. Vous allez là où vous vous dites, ouais, je combats la créature. Bon, je rate de temps en temps, mais quand je touche, je fais extrêmement mal. Mais par contre, quand vous allez monter de niveau, les créatures seront déjà plus résistantes. Et en plus de ça, les PNJ seront de votre niveau, donc vous aurez un véritable challenge. Voilà. Donc, vidéo qui a fait 24 minutes. C'était normal que si je dois présenter ce jeu-là et que je vous dis que ça m'a apporté quelque chose, c'est que cette notion d'équilibrage, de gameplay, tout ça, m'a permis d'évoluer et de comprendre à quel point la structure d'un jeu, elle peut être équilibrée, elle peut être équilibrée et que ça ne gêne pas. Mais l'équilibre n'est pris que selon un certain axe. Par exemple, l'équilibre entre les races était quand même bien trouvé, surtout d'un genre à l'autre, chose qui est assez bien à souligner et chose qui se perd un peu par rapport aux autres jeux. Donc, il y aura des choses à dire sur les autres jeux qui feront un comparatif, mais je pense que le comparatif, je vais le faire après, qui mériterait sa propre vidéo. Voilà. Donc finalement, je vous ai donné toutes les armes en main pour pouvoir modifier Morrowind.
Si jamais le jeu de base, ben, vous n'arrivez pas à vous acclimater, mais si vous arrivez à vous acclimater, vous trouverez ça forcément excellent. Il n'y a pas de problème. On aime Morrowind malgré ses défauts. Hein, on n'aime pas quelqu'un pour ses défauts, sinon ça veut dire qu'on aime en abuser. Donc, j'espère que ce jeu-là, si vous voulez essayer, ben, il va vous plaire. C'est un petit jeu qui est sympa, il doit coûter 15 € avec les extensions. Donc, finalement, c'est un jeu qui vaut son prix et bien plus encore, selon moi. J'y joue encore à l'heure actuelle. Donc, si vous avez aimé la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Oui, il y a peut-être des problèmes de son pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, c'est tout à fait normal. Micro de PC oblige, chose qui sera peut-être amenée à changer par la suite. Si vous voulez partager la vidéo, ben, n'hésitez pas à le faire, donner un avis neuf sur ce jeu et intéressant, et surtout comment le corriger, parce que je pense que les gens, quand ils veulent corriger quelque chose, souvent ils partent dans la démesure, surtout par rapport aux caractéristiques. Donc j'ai vraiment fait des tas d'essais au cours de mes années pour pouvoir rendre le jeu intéressant. Donc je vous ai juste partagé ça pour rendre un petit peu, pour rendre un petit peu ce que le jeu m'a donné. Voilà. Et puis surtout, si vous voulez avoir des questions supplémentaires dans les commentaires et que vous hésitez, par exemple, oui, je ne sais pas si je dois l'acheter ou pas, et que vous avez besoin de plus de renseignements, ben, je serai ravi de vous aider, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que je vous laisse, je vous dis à la prochaine fois où on va parler de The Elder Scrolls 4 Oblivion. Il y aura pas mal de choses à dire. Salut à tous.